Bonjour, je suis toujours avec Thomas Denicourt, donc, qui est le grand maître général de l'ordre initiatique de la maçonnerie, le Ouattara. Ouais. Je vais un petit peu me mettre à la place d'un profane, c'est-à-dire qui n'est pas initié en franc-maçonnerie, et j'ai quelques questions à vous poser pour une éventuelle demande d'admission. Ouais. Alors, on a parlé du Ouattara, qui est donc l'ordre initiatique traditionnel de la Royale. La Royale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi exactement? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous initier? Ouais, qu'est-ce que c'est que la royale? La question est intéressante. En tout cas, elle touche à un petit épisode perso. J'étais jeune apprenti dans ma loge et j'ai posé cette même question à un vieux maçon. Je lui ai dit, mais en fait, on parle d'art royal, on parle de quoi? Et là, il me prend. J'ai eu le sentiment, en tous les cas, d'avoir été pris de haut, en me disant, enfin, c'est évident, l'art royal, c'est l'alchimie. Voilà. Alors, je me suis pris cette réponse péremptoire. Alors, ça m'a peut-être un peu vexé, parce que c'est évident et je ne l'ai pas eu. Bon, peut-être que. Voilà. Mais piqué un peu au vif, certainement. Je me suis amusé, au fil du temps et de mes lectures maçonniques, à repérer toutes les définitions que je voyais de l'art royal. Alors, du coup, je vais les retrouver parce que je trouve ça assez intéressant de voir à quel point ça peut avoir nourri des idées. Alors, plusieurs auteurs maçonniques, je vais les donner au fil de l'eau. Par exemple, Laurent Kupferman, qui lui nous dit bah, l'art royal, c'est l'autre nom de la maçonnerie. Daniel Bérézniak, qui lui va nous dire l'art royal, c'est l'esprit de géométrie, c'est l'art de faire des rois et de devenir des dieux. Belle définition. Belle définition. Pour Oswald Wirth, c'est l'art suprême de penser, de construire sa pensée. Si un jour on revient dans nos échanges sur pourquoi entrer en maçonnerie, il faut qu'on revienne sur cette histoire, parce qu'il y a des choses que je trouve intéressantes dans ce que dit Oswald Wirth. Donc, en tout cas, bref, pour lui, c'est l'art de penser. Jean-Pierre Bayard, lui, va nous dire c'est l'art de bâtir, c'est l'art des bâtisseurs, c'est l'art de construire. Et un peu dans la même veine, Jean-Paul Lemonde, dans un livre qui s'appelle L'ombre du poteau et les piliers de la terre, il nous dit c'est la connaissance suprême, la connaissance opérative par excellence permettant de mettre en harmonie les constructions avec l'univers, celle qui approchait le savoir du grand architecte de Dieu. Pour les compagnons du devoir, c'est l'art du trait. Pour d'autres, effectivement, c'est l'alchimie. Pour nos fondateurs, nos pères fondateurs de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, Daniel Ribes nous disait c'est essayer pour chaque individu de devenir un homme capable de se gouverner lui-même, sans mettre au-dessus de sa tête un roi pour lui dire quoi faire. J'aime bien cette idée, se construire soi-même sans avoir quelqu'un au-dessus de ta tête pour te dire quoi faire ou quoi penser. C'est ce que permet la franc-maçonnerie. C'est ce que permet la franc-maçonnerie et je pense vraiment que c'est l'esprit dans lequel le rite opératif de Salomon a été imaginé. S'il y a bien une finalité, je pense que c'est celle-là. Et quand on évoquait tout à l'heure tout ce côté un peu qui pourrait paraître composite du rite opératif de Salomon, et de facto il l'est, mais il ne l'est pas juste parce que c'est joli, c'est beau, c'est machin, non, ça remplit un objectif qui est certainement de devenir son propre roi, de gagner une forme de liberté. Très bien. Mais quand même, si on parle d'alchimie, et vous en avez parlé, est-ce qu'il n'y a pas la notion de transmutation et de perfection? Bien sûr, quand on dit devenir soi-même son propre roi, c'est bien toute cette idée-là. Jacques de la Personne parle de retrouver son être moral, ce qu'il appelle l'être moral. Et je l'évoquais tout à l'heure un petit peu, mais c'est l'être moral, c'est cette être, finalement, ontologiquement ce que l'on est. C'est-à-dire, si on arrive à faire un peu abstraction de notre carcan culturel, social, religieux, politique, de dire, mais finalement, voilà, j'enlève toute cette imprégnation ou tout ce conditionnement que je peux avoir eu, qu'est-ce qu'il en reste? Et ça, c'est mon être moral. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier d'où l'on vient, mais ça veut dire qu'il faut avoir une distance critique avec ce que l'on nous a présenté, voire inculqué. Être capable d'être critique, mais dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, j'adhère à ça, mais pas y adhérer, pas être chrétien comme on est périgourdin, comme disait Montaigne, mais être chrétien par adoption. Alors, je passe à un autre sujet. On entend souvent parler dans le monde profane de grands architectes de l'univers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le sens un petit peu de cette phrase? Le grand architecte de l'univers, il y a peut-être bien plusieurs façons de l'imaginer. En tous les cas, pour moi, c'est une réponse rapide, simple, à une difficulté potentiellement
de partage avec les autres, qui est quelle vision j'ai d'une croyance en une forme de divinité. Parce que ça touche à l'être sensible, cette question de la croyance en une forme de divinité. Et quels que soient les choix que je fais. Et potentiellement, quand en maçonnerie, on est quand même aussi un petit peu là pour, je ne vais pas dire se mettre à nu, mais il y a quelque chose comme ça, on se révèle en tout cas. Il faut être capable de se révéler sans arrière-pensée, sans crainte. Et pour pouvoir le faire, il faut que je sois certain que la personne en face de moi va accepter ce que je vais dire sans être critiqué immédiatement. Et quelque part, tous ces sujets qui sont un peu sensibles, la religion, la politique, etc., on les évacue. C'est difficile d'évacuer la religion. Oui. D'où un terme aussi englobant et généreux que grand architecte de l'univers, dans lequel chacun va y mettre ce qu'il veut, permet précisément de se retrouver. Vous savez, une des différences qui existent entre le confucianisme et le taoïsme, c'est un petit peu ça quelque part. Dans le confucianisme, on va essayer de définir la vérité absolue. C'est quoi la vérité d'une chose? Et la vérité d'une chose, ça va me permettre de mettre les limites entre la vérité et l'erreur. Mais si on dit donc, ce que vous pensez n'est pas ce que je pense, vous êtes nécessairement dans l'erreur. Ça crée du conflit. Le confucianisme va entretenir du flou. Il va mettre une zone de flou, voire même va inviter à ne pas trop réfléchir sur la notion de vérité pour justement ne pas rentrer dans une logique de vérité-erreur. Je pense que quelque part, dans cette logique de grand architecte de l'univers, on en met un flou. Sur toutes ces zones un peu sensibles, on met un flou, ce qui permet du coup à chacun de pouvoir s'adapter à cette... Je ne sais pas si je suis clair avec ça, mais enfin... Absolument, mais c'est votre définition et elle est très bien dite. Donc, pas de politique en loge, n'est-ce pas? On ne parle pas non plus de religion en loge. Alors qu'est-ce qu'on fait en loge? De quoi parle-t-on? De ce que l'on peut savoir en tant que profane. Oui, de quoi parle-t-on? Alors on va... Du coup, ça me permet de revenir sur Oswald Wirth. C'est parfait. Oswald Wirth, dans un livre qui s'appelle La franc-maçonnerie pour ses adeptes, l'apprenti, premier tome, l'introduction. Il dit un truc, alors il est de son temps Oswald Wirth, on est au XXe siècle, début du XXe siècle, donc à une époque où la religion est très présente, et à une époque aussi où la science commence à émerger, il y a une espèce de scientisme qui s'incarne très fortement aussi. Et lui, il dit, en fait, j'ai l'impression de me trouver pris entre deux formes de prêt-à-penser. La religion, elle va vous dire, t'occupe pas, on s'occupe de ton âme, crois en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils unique, tu crois, c'est comme ça. La science va te dire, c'est démontré, ça se passe comme ça, t'occupe pas, ça, cherche pas. Et donc je me trouve pris entre deux formes de prêt-à-penser, et moi-même, quand est-ce que je pense dans tout ça? Et la maçonnerie, justement, est cet espace qui va permettre de s'affranchir du prêt-à-penser. On va nous mettre un sujet sur la table et on va essayer de réfléchir autour de soi-même, enfin autour du sujet de soi-même. Et là où justement c'est suffisamment subtil, c'est qu'elle ne va pas nous dire sur un sujet donné ce qu'il faut en penser. Elle va cacher son message, voiler son message au travers de symboles. À nous d'aller trouver une vision, une compréhension de cette approche symbolique. Qu'est-ce qu'on fait en loge pour répondre à la question? Eh bien, ça peut être justement ce genre de choses. D'aller confronter nos regards sur un sujet donné avec celui des autres. C'est pas tant l'idée que si on parle à un moment donné d'une pierre et qu'on circonscrit tous autour de la table ce que l'on va imaginer autour de cette pierre, c'est pas tant ce qu'on va en sortir in fine que l'échange que l'on aura eu, que l'ouverture d'esprit que ça va amener. Encore une fois, j'ai une vision, j'ai une pensée, j'accueille nécessairement celle de l'autre. J'accueille nécessairement, c'est presque le deal. Mais du coup, ça me rend ouvert. Et cette démarche-là, eh bien, c'est peut-être bien celle-ci qui va nous permettre aussi de nous perfectionner. On parle d'alchimie, c'était la question initiale. On parle d'alchimie, se transformer soi-même. Eh bien, se transformer soi-même, c'est d'abord voir qui l'on est, voir ce que l'on pense, un peu comme un miroir. Les autres vont permettre aussi de voir, de me permettre de me rendre compte de la vision que j'ai des choses, de leurs limites, et finalement d'être capable d'élargir ces limites, de me transformer. Ah oui, c'est important. Mais ce que vous dites effectivement, et dans votre discours, moi ça m'incite un petit peu à essayer d'aller un petit peu plus loin pour peut-être demain faire cette démarche pour rentrer au Ouattara. Mais qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de rentrer dans vos loges? Qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de rentrer dans une loge?
Pourquoi pourrait-on me refuser? Alors, vous refusez, il y a peu de raisons. Je connais peu de cas, pour ne pas dire que j'en connais pas, de refus. Les quelques rares cas que j'ai, qui me sont revenus aux oreilles, moi j'en ai pas vécu en fait. Hein. La maçonnerie c'est d'abord une démarche volontaire, on a une logique aussi de confiance. Maintenant, il y a des positions, je veux dire, qui peuvent être incompatibles avec la maçonnerie. On ne fait pas de politique, mais enfin à un moment donné, des positions d'extrême, ça fait tâche, ça ne marchera pas. On a déjà refusé des gens parce qu'il y avait des drapeaux nazis chez eux. Donc ça s'est vu. Mais c'est les limites extrêmes. Pour l'essentiel des gens, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de contre-indication, entre guillemets. Il faut du temps, il faut un peu de temps. D'accord, ok. Si je suis un manuel, ouais, je peux rentrer, moi, dans votre obédience? Non seulement vous pouvez rentrer dans l'obédience, mais en plus vous êtes les bienvenus. Notre rite, on l'a dit tout à l'heure, s'appelle le rite opératif de Salomon. Pourquoi opératif? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est parce qu'il opère sur nous. La deuxième, parce que dans l'opératif, on a bien le concret des choses. Alors, on reste de la maçonnerie, dans de la maçonnerie spéculative. On ne va pas bâtir des murs, on ne va pas construire des maisons au sens propre. Mais quand même, on a une approche du corpus symbolique, d'une manipulation des outils, qui fait qu'avoir des gens qui sont des manuels, c'est toujours vachement enrichissant, plutôt que de simples personnes de seules personnes qui vont intellectualiser l'approche d'un symbole. Moi j'aime beaucoup, à un moment donné, si on doit parler d'une équerre, avoir un manuel qui va me dire « Attends, l'équerre, ça ne sert pas à tracer un angle droit, ça sert à vérifier s'il y a un angle droit. » Voilà. Qu'on me corrige sur des choses comme ça, ben, je trouve ça vachement précieux, ce regard-là. Mais ça va pas être facile pour moi qui connais l'équerre, je sais exactement ce qu'elle représente, puisque moi je m'en sers dans ma vie profane. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais trouver au niveau de ce symbolisme de l'équerre chez vous? Quelle différence? Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'équerre, ce symbole va m'apporter? Ouais. Globalement, pourquoi on fait référence, pourquoi franc-maçonnerie, pourquoi on fait référence à cette symbolique de la construction? L'idée, c'est que finalement, le temple de pierre que l'on peut bâtir avec ses mains pourrait être en analogie le temple de chair que l'on est et qu'on va essayer de bâtir. Encore une fois, ça nous ramène à l'alchimie, à la transformation de soi. Et donc, toute l'idée, c'est un petit peu de travailler par ces analogies. Une pierre dans un bâtiment opératif, est-ce que par hasard, c'est pas un être humain dans le temple de chair? Et finalement, si je dois joindre des pierres dans un bâtiment, comment je joins des êtres humains dans le temple de chair? Et si j'extrapole un petit peu, l'équerre qui va me permettre de vérifier un angle droit dans le temple de pierre, comment je transpose ça dans le temple de chair? Je ne vais pas apporter une réponse parce que c'est vraiment tout l'idée d'un travail maçonnique, de se dire finalement tous autour de la table, comment on comprend cette question? Et à chacun d'apporter sa réponse. Et elles seront, tant mieux, elles ne seront pas les mêmes. J'ai lu, autre question, j'ai lu que vous aviez le principe de loge souveraine. Quelles sont les limites un peu du pouvoir des loges? Il n'y en a pas tant que ça. Alors, quand on évoquait antérieurement l'ordre initiatique et traditionnel de la Royale, pourquoi un ordre? L'une des réponses que je vous avais apportées, c'est parce qu'on n'a pas de structure de décision obédientielle au sens pyramidal. Au fond, une loge va être capable de décider d'à peu près tout. C'est-à-dire sur quoi elle va travailler, qui elle va initier, qui elle va mettre à sa tête en tant que nouveau vénérable, comment je vais conférer des degrés. À aucun moment, sur tout ce que je vais faire en tant que loge, je n'ai de compte à rendre à personne. Sauf une chose, qui est la pratique du rite. La pratique du rite, elle est assez bien cadrée chez nous, et elle doit être respectée à la virgule. C'est la seule contrainte. Elle est forte, mais c'est la seule contrainte. Donc pour toute son animation, toute sa gestion, elle est complètement autonome. Souveraine, parce que souveraine dans ses décisions. Encore une fois, sauf la pratique du rite. Ce qui veut dire, si je tire encore un petit peu le trait, qu'il y a un organe de décision qui est la loge, et un autre organe de décision qui sera l'entité qui gère le rite, qui est ce qu'on appelle le suprême conseil chez nous. D'accord. On parle de rite opératif de Salomon, on en a énormément parlé, mais à quoi ça sert un rituel? Oui, alors ça aussi c'est une question superbe et redoutable à la fois.
je vais dire, je vais donner deux réponses. La première, pratiquer un rite, c'est nous permettre de faire une césure entre le monde profane, entre guillemets, d'où l'on vient, avant de pouvoir justement, quelque part, de nous conditionner à être dans un travail maçonnique d'accueil, de générosité, d'entente de la personne, enfin, de ce que les autres vont être amenés à nous dire. Donc il y a ce temps, cette espèce de sas qui nous permet de rentrer dans un autre espace-temps, si je peux dire les choses comme ça. Et puis, ce rite, c'est quelque chose que l'on va, tenue après tenue, pratiquer, répéter. Ce sont des gestes, ce sont des mots, ce sont des objets qui nous sont mis à disposition. Et quelque part, ça agit un peu comme un mantra. On rentre dans une bulle. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que, précisément, ces rites vont avoir des paroles, vont avoir des gestes, vont avoir des objets. Et ce sont autant de supports de réflexion, autant de supports de méditation qui vont nous permettre, justement, d'avoir des points d'échange avec les sœurs et les frères qui vont constituer la loge. Tiens, mais pourquoi on dit ça à ce moment-là? Pourquoi cette phrase-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que tu comprends, toi? Qu'est-ce que tu comprends, toi? Et tous autour de la table, ce rite va nous permettre eh bien, d'aller explorer des dimensions qui sont sous-jacentes. Alors, autre question à savoir pour un profane donc, qui voudrait rentrer en maçonnerie, combien de fois se réunit-on par mois? Combien de temps ça prend la maçonnerie? Ouais, combien de temps ça prend? Alors, je peux le dire très simple, la plupart du temps, les loges se réunissent 2 fois par mois. C'est la norme. Il peut y avoir des exceptions, notamment quand une loge démarre, souvent ils ne travaillent qu'une seule fois par mois. Mais la plupart du temps, le commun, l'essentiel, c'est ça, c'est plutôt 2 fois par mois. 2 soirs de semaine, voire de week-end, enfin, après selon les loges, ça peut varier, ce qui offre d'ailleurs, selon notre activité profane, des espaces où on peut justement trouver ça peut être un choix d'aller dans une loge ou dans une autre, parce que les jours de travail, les heures de travail sont peut-être plus adaptées à ma propre vie à moi. Donc voilà, dans tous les cas, c'est le minimum, c'est 2 fois par mois, c'est la norme. Maintenant, il y a un piège en maçonnerie. C'est que quand on met le doigt dedans, souvent on aime bien. Et ce qui est, du coup, c'est un piège parce qu'on a aussi les possibilités d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller visiter les copains. Et puis quand on visite les copains ils sont contents de nous accueillir. Donc on est content d'y retourner. Et puis les copains ils viennent nous voir. Donc voilà, et en fait il y a ce côté d'émulation mais qui est très positif au fond, hein, mais qui peut faire que si on ne prend pas garde, eh bien, on se retrouve waouh, mais finalement j'ai fait quand même 3 ou 4 tenues cette semaine. Pouf, secours. Bon, le cas est un peu extrême, mais tout ça pour dire que oui, il y a un socle minimum de 2, ça c'est l'engagement qu'on va prendre. Et puis après, il y a le plaisir qu'on va y trouver, l'envie du partage et de rencontres que l'on va avoir. Est-ce qu'il y a la notion de fraternité qui rentre en ligne de compte, d'aller voir souvent les copains, parce qu'on aime bien visiter ou pas? Ouais, alors, je vais vous raconter une histoire, mais pour moi elle est extrêmement révélatrice de ce que peut être la maçonnerie et qui participe au réenchantement du monde que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer par avant. J'étais jeune compagnon. Et compagnon, ça veut dire que justement, on va être amené à aller voir ailleurs ce qui se passe, à aller visiter. On est plutôt incité à cela. Et donc on va rencontrer les autres. J'étais à l'époque à Lille, compagnon à Lille, et je voulais aller visiter une loge à Dunkerque. C'était un soir d'hiver. Il pleuvait. J'ai fini le boulot assez tard. Je me suis retrouvé dans la voiture. On était 2. Prendre l'autoroute qui va de Lille à Dunkerque. Il faisait noir, il pleuvait et ça n'avançait pas. Il y avait des bouchons, ça bouchonnait. J'envoie un message. On risque d'être en retard. On arrive, mais on risque d'être en retard. Je reçois un message. Vous inquiétez pas, on vous attend, prenez votre temps, faites comme vous pouvez. Et là, évidemment, arrive ce qui devait arriver, comme toutes les routes quand il fait noir, que ça, un accident. Quand on est pressé, un accident devant nous, et ce qui fait que ça ralentit. J'arrive finalement à Dunkerque, une ville que je connais assez mal au fond, avec 3 quarts d'heure de retard. Désolé, on est en retard, mais on vous attend, pas de souci. Ok. Me voilà dans cette ville, que je ne connais pas. À l'époque, on est dans les débuts des années 2000, on n'avait pas forcément encore tous un smartphone et un GPS dessus, donc j'avais un vieux plan que j'avais imprimé, et je suis dans la rue machin, je me retrouve devant une petite porte que, bon ok, je frappe, et la porte s'ouvre, et là on est accueillis, et c'est la lumière qui s'ouvre. Il faisait noir encore une fois dehors, il pleuvait, et là c'est la chaleur qui nous accueille, la générosité qui nous accueille, la fraternité qui nous accueille, et on ne les connaît absolument pas.
mais on se connaît en tant que frères et sœurs. On est accueillis, allez-y, on va prendre une bière, vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. On arrive dans cette ville que l'on ne connaît pas, et on est accueillis comme si on se connaissait depuis toujours. Puis après, on a des repères. Quand on est dans le temple maçonnique, on a une organisation, des choses qu'on retrouve partout. Et du coup, on est tout de suite chez soi. C'est un endroit qu'on ne connaît pas, et pourtant on connaît tout et on connaît tout le monde. C'est quand même, ça c'est extraordinaire, cette fraternité-là. Ça fait du bien d'entendre ces paroles, ces discours de joie dans le monde un peu triste dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est exactement pour ça que je parle de réenchanter le monde. Et je suis bien convaincu que la maçonnerie va avoir des ricochets, des résonances en contre-pied de la sinistrose dans laquelle on peut être au quotidien. Vous pouvez nous expliquer un peu, réenchanter le monde, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Est-ce que vous voulez employer ce mot, ce slogan pour le promouvoir au sein du Watar, ouais, ou en parler à l'extérieur? Promouvoir au sein du Watar, je ne sais pas si c'est de promouvoir au sein du Watar. Les slogans, c'est peut-être un peu trop marketing comme mot, mais il y a quand même cette idée-là. Je suis bien convaincu en tout cas, s'il faut parler à des non-maçons de ce que la maçonnerie peut nous apporter, et ben ça c'est peut-être une réponse. Là aussi assez valise, parce que chacun va pouvoir y mettre ce qu'il a envie d'y trouver. Néanmoins, je pense que justement, en fonction de ce qui peut nous manquer dans une vie de tous les jours, pour avoir un monde un peu plus merveilleux, un peu plus joyeux simplement, eh bien la maçonnerie a certainement des réponses. Je suis en perte de repères et en perte de sens. La maçonnerie nous aide vraiment à trouver du sens, à réfléchir, à se poser la question du sens. Je me sens dans une société très individualisée. La fraternité de la maçonnerie, telle que j'ai pu la raconter, offre un espace de chaleur extraordinaire. Je me rends compte que je suis un peu, je me sens un peu pris par, je sais pas, on parle d'intelligence artificielle, on parle de choses, je suis sollicité partout, on va me préconiser telle ou telle chose, je suis pris dans des algorithmes de partout, mais la maçonnerie remet à sa place l'art de penser, comme disait Oswald Wirth, retrouver soi-même son art de penser, et pour reprendre le terme d'art royal, redevenir soi-même son propre roi, reprendre un petit peu les rênes de son chemin. Est-ce que vous seriez prêt à faire une conférence publique pour expliquer un petit peu ce réenchantement du monde, ce qui manque dans le monde aujourd'hui? Alors, non seulement je suis prêt, mais je le fais déjà. Ah, expliquez-nous ça. Vous le faites qu'on vient de vous voir et vous écoutez. Bah, écoutez, je l'ai déjà donné cette conférence. En fait, c'est comme ça que c'est venu d'ailleurs. Hein. J'ai eu l'occasion d'en parler à Rennes, où j'ai été invité à présenter un travail. Et puis je me suis dit, bah, tiens, voilà peut-être un thème qui va parler aux non-maçons, parce que non seulement il y a cette sinistrose, et puis je peux avoir le sentiment qu'on s'adresse à eux. Et donc dire pourquoi, et en plusieurs points, pourquoi la maçonnerie peut aider justement à changer un peu de paradigme. Donc oui, je l'ai fait à Rennes, je vais le faire à Paris très, très prochainement. C'est prévu aussi en Rhône-Bourgogne, c'est prévu aussi dans le sud, du côté de Marseille. Enfin, voilà, il y a plusieurs endroits, alors c'est pas forcément la même, je vais adapter un peu, mais l'idée c'est celle-là. Très bien. Une dernière question, mais qui a son importance aussi, parce que finalement, dans le monde auquel nous vivons, le portefeuille a des répercussions. Ouais. Combien ça coûte financièrement de rentrer au Watar, ou combien ça coûte par an de participer donc à cette initiation? Ouais, effectivement, la maçonnerie a un coût. Alors, l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, on thésaurise pas beaucoup. Hein. On n'est pas très capitalistique, on n'a pas beaucoup de locaux, donc on n'est pas cher finalement. Enfin, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tous les cas, la réalité, c'est que je pense que dans le paysage maçonnique, on n'est pas une obédience, une ordre en tous les cas, onéreuse. Les coûts que l'on va avoir vont essentiellement être le plus gros coût, le plus gros poste de coût, c'est des coûts de location des locaux dans lesquels on est. C'est ça qui va poser le plus. Donc là, pour le coup, c'est relativement indépendant. Donc maintenant, concrètement, pour répondre à la question, moi, dans ma loge de Rennes, mon coût de cotisation, c'est à 240 € par an. Même pas. 240 € par an. Ouais, 235 €. C'est ce que moi je paye. Ouais. Dans lequel donc, il y a 3 coûts, c'est les locaux, c'est le plus gros. Et puis c'est ce que l'on doit à l'ordre en tant que tel pour que l'ordre puisse vivre. Et puis il y a une part qui est laissée à la loge. Donc je donne l'exemple de moi-même parce que ça va varier de là où vous allez arriver. Le coût des locaux n'est pas le même partout, le coût de ce que vous gardez pour la loge n'est pas le même partout. Chaque loge est définie par rapport à ça, mais ça donne une idée. Et je pense que c'est assez. L'Île-de-France est un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais pour toutes les raisons qu'on peut comprendre.
Mais globalement, c'est un prix qui est assez couramment vu, auquel il faut ajouter le prix du repas, parce qu'on mange sur place, et donc selon qu'on fait à manger soi-même ou que l'on passe par un traiteur, bon, ça n'a pas forcément le même coût, mais c'est un coût qu'il faut rajouter. Voilà. Et que ça, on a l'essentiel de ce que ça coûte. Généralement, les loges sont assez ouvertes aussi pour avoir des financements étalés dans le temps. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie, grand maître général donc de l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal, Thomas de Nicourt, d'avoir accepté cette interview. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver très bientôt, parce que vous avez l'esprit ouvert et vraiment c'était un plaisir de participer à ce moment très agréable avec vous. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci beaucoup.